Bon, ça va nous retrouver. Bien, alors, pour cette session, est-ce qu'il y a d'abord des questions sur tout ce qu'on a fait entre-temps? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions à Douala? Est-ce qu'il y a des questions à Bamaté? Est-ce qu'il y a des questions à Yaoundé? Oui. Oui, d'accord. Okay. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Non, docteur. Est-ce qu'il y a des questions? À Douala? Non, docteur. Ok. Et ici à Bamaté, est-ce qu'il y a des questions? Chapitre 0. Bon, ok. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci. On peut revenir dessus. Qu'est-ce qu'il y a comme question sur le chapitre 0? Ou bien ça dérange seulement, mais vous n'avez pas de questions précises. Hein? Il a abrégé quoi? J'ai rien abrégé. Comment ça, j'ai abrégé? J'ai abrégé quoi? Mais justement, tout le premier chapitre, justement, est dédié, justement, au problème d'écriture, aux notations tensorielles et tout ça. C'est ça, justement, tout l'objet du premier chapitre. Les indices, comment manipuler les indices, tout ça là, oui, c'est ça. Bon, maintenant, si vous avez une question précise, vous la posez. Parce que là, bon, vous dites simplement. Hein? Non, il n'y a pas de question précise. Bon. Il faut réfléchir. S'il y a une question précise, vous venez de me la poser. Bien, sinon, donc, ici, il n'y a pas, il y a d'autres questions, non? Rien? Bien, ok. Donc, ça veut dire que vous avez tout compris. Bon. Voilà. Ok, donc, ce matin, cet après-midi, je vais donc commencer le chapitre 2, comme vous voyez là, tenseur de contraintes dans un milieu continu. Ok, donc, en introduction, on peut donc dire que dans le premier chapitre, nous avons étudié les transformations ou les déformations d'un milieu sans prendre en compte la cause. Donc, on observait seulement que le milieu se transformait ou bien se déformait. Donc, on ne s'intéressait pas à la cause. Mais la cause, justement, des déformations, ce sont des efforts. D'accord? Ce sont des efforts qui s'appliquent sur le milieu. Voici un exemple de milieu continu avec la modélisation des efforts qui s'exercent. Il y a un écho là? Il y a un écho? Oui. Donc vous avez géré? C'est bon, vous avez géré l'écho? Ok. Alors ici, vous avez donc un milieu continu avec des efforts externes surfaciques appliqués, F, des efforts volumiques, on va préciser ça tout à l'heure, et des réactions de liaison. Voilà. Donc, ce sont les efforts. Alors, ces efforts-ci, ce sont des efforts extérieurs appliqués, connus, et ces efforts-là sont des efforts extérieurs appliqués, mais inconnus, puisque ce sont des réactions de liaison qu'on doit calculer par la suite. Bien. Donc, si on résume, alors, quels sont les différents types d'efforts qui interviennent donc dans la modélisation d'un milieu continu? Alors, premièrement, il y a les forces petit f. Ce sont les forces dites à distance. Okay? Ce sont les forces dites à distance. Ou bien, c'est une densité volumique d'effort. C'est-à-dire que Fc, ce sont des newtons par mètre cube. On dit que, par exemple, ici, le poids propre, ce serait ici donc le poids volumique. Donc, les forces
notées petit f sont des forces volumiques. C'est-à-dire, ça intervient dans le volume. Ensuite, il y a les forces appliquées connues F. Là, il y a les forces appliquées connues F. Ensuite, des forces appliquées inconnues. Voilà. Et après, des forces appliquées inconnues, absolument. Des forces appliquées inconnues R, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont les réactions de liaison. Ensuite, il y a d'autres forces qu'on ne voit pas nécessairement de prime abord. Ce sont les forces intérieures de contact. Alors, force intérieure de contact, vous voyez ici. Alors, supposez que, par la pensée, vous avez coupé le milieu continu par une surface grand sigma. À ce moment-là, le milieu continu sera divisé en deux parties, la partie 1 et la partie 2. Bien. Alors, comme dans la réalité, ces deux parties forment un solide continu. Donc, on imagine qu'il y a l'action de 2 sur 1 en chaque point M. Et évidemment aussi l'action de 1 sur 2 en chaque point, au même point M. Pour l'instant, bon, on ne dit pas ce que c'est que cette action. Alors, mais, en ce qui concerne la coupure sigma, cette coupure est orientée par une normale. Donc, on parle de normale sortante. Donc, si voici le milieu, la normale doit toujours être sortante. Bien. Alors, maintenant donc, nous allons dire les forces, si par la pensée nous isolons les deux parties du solide issues d'une couture fictive selon la surface sigma, alors l'action de la partie 2 sur la partie 1 est résumée par un effort TMN en chaque point M qu'on va appeler le vecteur contrainte en M relativement à la facette orientée par petit m. Alors, tout est là. Tout est là. Donc, si je considère un point M quelconque sur la surface sigma, je définis la normale sortante N, je dis que l'action de 2 sur 1 en M se résume par une force TMN. On appelle cela le vecteur contrainte en relativement à la facette orientée par petit n. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que si au lieu de faire, je suis toujours en M, mais si au lieu de faire cette coupure-là, je faisais plutôt une coupure, par exemple, dans ce sens-là, évidemment, le vecteur contrainte ne serait plus le même, alors que je suis au même point. Ça veut donc dire que au point M, il y a une relation entre le vecteur contrainte et la normale qui oriente la facette de coupure. Oui. 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 Pour l'instant, je fais ici des charges extérieures. Je m'occupe d'abord de l'intérieur, puisque de toutes les façons, on sait comment on va gérer les charges extérieures après. Donc la question que votre camarade pose, c'est de savoir, dans ce premier schéma, quand je fais la coupure, je n'ai plus modélisé les forces extérieures. Voilà, absolument. Puisque là, dans ce paragraphe, je m'occupe d'abord des forces intérieures. Après, on va voir l'action, donc, ici, des forces extérieures appliquées. Absolument. Donc, je disais donc que ce qui est important ici de comprendre, c'est que à chaque facette sigma,
correspond à un vecteur. C'est-à-dire, à chaque normale n correspond à un vecteur. Alors, nous avons vu au premier chapitre que pour faire correspondre un tenseur d'ordre P à un tenseur d'ordre Q, nous avons besoin d'un tenseur d'ordre P plus Q. Or, N, c'est un tenseur d'ordre combien? N, c'est un tenseur d'ordre combien? C'est-à-dire, c'est un vecteur. T de Mn est un tenseur d'ordre combien? T de Mn, c'est quoi là-bas? C'est un vecteur, c'est une force là, c'est un vecteur. Donc N, c'est un vecteur. T de Mn est un vecteur. Pour faire correspondre un vecteur à un vecteur, il faut un tenseur d'ordre 2. C'est toujours pareil. Est-ce que tout le monde comprend ça? Donc c'est simple. Hein? Je veux faire correspondre un vecteur à un vecteur. Donc j'ai besoin d'un tenseur d'ordre 2. Donc ici, je peux définir une application qui, à petit n, fait correspondre T de Mn. Cette application aura, exactement comme on l'a fait pour les transformations dans le premier chapitre, aura aussi une matrice de transformation. D'accord? Ou bien la matrice qui représente le tenseur d'ordre 2. Est-ce que tout le monde comprend ça? Bien. Ce qui fait donc ici, il va me suffire donc de dire que si donc je fais correspondre à chaque n qui est un vecteur T de Mn, alors ce qu'il existe un tenseur symétrique sigma appelé tenseur de contrainte tel que T soit égal à sigma multiplié par n. T, sigma étant donc le tenseur d'ordre 2 qui fait appliquer à un vecteur un autre vecteur. Absolument. Maintenant, alors, selon le principe d'action et réaction, si la partie 2 exercée sur 1, la force est T de Mn, alors la partie 1 exerce sur la partie 2 la force T de M et moins N. Et donc, d'après le principe de Cauchy, ces forces-là, évidemment, supposent que le point N soit en équilibre. D'accord? Parce que pour chaque point M intérieur doit être en équilibre. Donc, le principe de Cauchy va nous permettre donc d'écrire que ces deux forces-là sont opposées. Donc, T, c'est ce qu'on appelle donc le vecteur contrainte. Sigma, c'est un tenseur de contrainte. Maintenant, vous voyez donc que le tenseur sigma est déterminé complètement. Si on connaît le vecteur contrainte, pour les trois directions de la base orthonormée utilisée au point M. Sigma, c'est un tenseur d'ordre 2. Tout à l'heure, on va montrer qu'il est symétrique. Bon, pour l'instant, on ne sait pas comment il est. Pour l'instant, on ne sait pas comment il est. Alors, on peut rapprocher ceci du tenseur de déformation, epsilon. Bien. Alors, epsilon, c'est quoi? Epsilon 1, si je suis, par exemple, comme là, j'ai un tenseur d'ordre 2 en dimension 3, donc, normalement, j'ai combien de composantes en tout? Si on ne tient pas compte du fait que sigma est symétrique. Si j'ai un tenseur d'ordre 2 en dimension 3, j'ai combien de composantes en tout? Non, 9. 9. Si je ne tiens pas compte du fait que le tenseur est symétrique. Bon, maintenant, si le tenseur est symétrique, alors, il y a 6 composantes indépendantes. On est bien d'accord? Donc, ça veut donc dire que ici, pour l'instant, je peux supposer que je ne sais pas encore que sigma est symétrique. On va le démontrer tout à l'heure. Alors, donc, ça veut donc dire que sigma, le tableau qui représente sigma, c'est donc sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 3, sigma 2, 1, sigma 2, 2, sigma 2, 3, sigma 3, 1, sigma 3, 2, sigma 3, 2. Exactement comme avec le tenseur de déformation. Bien.
Maintenant, si je veux calculer, par exemple, en M, le vecteur contrainte suivant la facette orientée par E1. Donc, je vais faire sigma multiplié par E1, d'après cette équation. Or, E1, dans sa propre base, c'est quoi? C'est 1, 0, 0. Donc, si je mets sigma multiplié par 1, 0, 0, je vais donc prendre sigma 1, 1 fois 1, plus sigma 1, 2 fois 0, plus sigma 1, 3 fois 0. Ça va me donner sigma 1, 1. Si je veux calculer la deuxième ligne, je vais faire sigma 1, 2 fois 1, plus sigma 2, 2 fois 0, plus sigma 2, 3 fois 0. Ça va me faire sigma 1, 2. Si pour la troisième ligne, pareil. Donc, vous voyez finalement que les colonnes du tenseur de contrainte représentent les composantes du vecteur contrainte suivant les trois directions de la base orthonormée utilisée. Voilà ça. Et on va donc dire que si en un point M, je connais le vecteur TME1, TME2 et TME3, on va donc dire que je connais l'état de contrainte au point M. Si je connais sigma, on dit que sigma définit l'état de contrainte. Donc cela veut donc dire que pour ce qu'on appelle la terminologie ou la nomenclature, finalement, parler de contrainte n'a pas de sens en tant que tel, tant qu'on n'a pas précisé. La contrainte peut être, donc, comme je viens de le voir, le tenseur de contrainte en un point. Ça peut être le vecteur de contrainte, le vecteur contrainte en un point. Ça peut être une seule composante d'ailleurs du tenseur de contrainte. Tout à l'heure, nous allons parler de la contrainte normale et de la contrainte de cisaillement. Donc, tant qu'on parle simplement de contrainte, ça n'a pas de sens. Il faut préciser. Est-ce que c'est le tenseur de contrainte en un point? Est-ce que c'est une composante particulière du tenseur de contrainte? Est-ce que c'est le vecteur de contrainte en un point, suivant une facette définie? Est-ce que c'est même un champ de contrainte? Parce que ici, ce tenseur de contrainte-là, c'est au point M. Mais si je change de point M, je change de tenseur de contrainte. Donc, ça veut donc dire que si je considère tout le milieu, je vais parler plutôt d'un champ de tenseur de contrainte. Tout le monde est d'accord avec ça? Bien. Maintenant, nous allons parler des équations d'équilibre. Alors, les équations d'équilibre expriment les relations entre ces différents types d'efforts que je viens de citer. Voilà. OK? Alors là, je donne la réponse, mais bon, on peut aller faire la démonstration. Ce n'est pas compliqué. On peut aller faire la démonstration. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis ici démonstration des équations d'équilibre. Donc là, il suffit d'écrire, comme en mécanique, le principe fondamental de soit la statique, soit de la dynamique. C'est ça. La seule différence ici, c'est que quand vous faites la mécanique du point, alors, quand vous faites, par exemple, somme des forces égale à M gamma, ici, il s'agit d'une somme discrète, puisque le milieu, dans ce cas-là, est discret. La seule différence ici, c'est que le milieu est continu. Donc, au lieu de faire une somme continue, au lieu de faire une somme discrète, il faut faire une somme continue. Or, la somme continue, c'est quoi? Ce sont les intégrales. OK? Donc, le principe est exactement le même. J'écris le principe fondamental, soit de la statique, soit de la dynamique. OK? Mais, pourvu que, au lieu d'utiliser une somme discrète pour les forces, j'utilise plutôt une somme continue. Alors, donc, vous voyez donc ici, je vais donc avoir là, alors ici, je suppose que le milieu est un volume oméga, limité par sa frontière gamma.
Donc, si je reviens ici, voilà, voici donc le domaine oméga. Et voilà la frontière gamma. OK. Dans le volume, évidemment, ce sont les forces volumiques qui interviennent. Et sur la surface, ce sont les forces surfaciques. Donc, on parle alors de densité volumique d'effort et de densité surfacique d'effort. À ce moment-là, cela veut donc dire que si j'ai dit que F, c'est une densité volumique, si j'ai une densité volumique, ben pour avoir une force, il faut que je multiplie par un volume. OK? Voilà. Si T est une densité surfacique, je dois multiplier par une surface élémentaire. Voilà. Et ceci, ça c'est le M gamma. M gamma ici, alors, comme ici je suis continu, ρ ici c'est la masse volumique. La masse volumique fois un volume, ça fait une masse, multipliée par une accélération. D'accord? Bien. Ça, c'est donc l'équation des forces. Maintenant, il y a l'équation du moment. Là, je suis au point M. L'origine du repère, c'est O. Bon, ça, c'est la définition du moment. Le moment de F, ben, c'est OM vectoriel F, tout simplement. Le moment de T, c'est OM vectoriel T. Le moment de gamma, si vous voulez, c'est OM vectoriel gamma, avec ρ comme coefficient, pour qu'on retrouve la signification de la masse. Bien. Ça, c'est ce qu'on va appeler une relation, ou bien des relations intrinsèques. Parce que ça, là, vous voyez que ce système d'équations que je viens d'écrire ne dépend pas du repère où j'ai écrit. Donc, ça, c'est une relation, ce sont des relations intrinsèques. Maintenant, je vais projeter ces équations dans ce système d'axes pour maintenant lister les coordonnées de chaque quantité. Je liste les coordonnées de F. Je liste les coordonnées de T. Je liste les coordonnées de gamma. T, nous venons de voir que c'est sigma multiplié par N. C'est exactement ce que nous venons de voir. Maintenant, alors, les E, c'est simplement la base dans laquelle j'écris les différentes quantités. Tout simplement. Et OM lui-même, c'est un vecteur qui est ça. Alors, avec ça, ben, il suffit que j'injecte maintenant tout ça ici. Ça veut donc dire que somme de F plus somme de T égale la somme de gamma. Alors, ici, la deuxième équation. Alors là, hein, je vous ai dit que tout ce que nous avons vu au premier chapitre, on va l'utiliser ici. Donc, on n'a pas perdu du temps. Vous savez donc que un produit vectoriel, c'est quoi? Alors, rappelez-vous, A vectoriel B, c'est epsilon I chi K, AK, BJ porté par EI. On dirait que l'image est partie, l'image du cours est partie là. C'est tout? Okay. Ah, tout le monde est d'accord. Okay. Bien, je disais donc que maintenant je projette donc ces équations dans un système d'axes. Voilà. Voici F, voilà T, voilà gamma. Alors le voici, F, T, gamma. Voilà. OM vectoriel F, le voici. Voilà. OM
vectoriel gamma, je l'ai passé dans l'autre membre là. Parce que toutes ces deux intégrales sont sur le volume. Donc, je peux passer ce terme-ci ici. Et à ce moment-là, il va donc rester le terme de surface. Vous voyez ici, vous avez des termes qui sont sur le volume et d'autres termes qui sont sur la surface. Je ne peux pas conclure. Pour conclure, il faut que soit je convertis les termes de surface en volume, soit les termes de volume en surface pour pouvoir conclure. Alors maintenant, qu'est-ce qui me donne cette solution? C'est le théorème de Strogarsky, qu'on appelle le théorème flux-divergence, qui permet de convertir les intégrales de surface en intégrales de... Et en particulier, intégrale de sigma fois n sur la surface, c'est l'intégrale sur le volume de divergence sigma, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Strogarsky. Okay? Ou bien le théorème flux, voici le flux de sigma à travers la frontière qui est orientée par n. D'accord? Et ceci est donc tout simplement égal à la divergence de sigma sur d oméga. Alors, comment est-ce qu'on interprète ça physiquement? Le flux de sigma à travers la frontière gamma orienté par n est égal à la divergence de sigma sur le volume oméga, qui est entouré par gamma. Alors, on explique ça, bon, physiquement, si on peut appeler ça comme ça, on dit donc que ce qu'un volume perd, il le perd à travers sa surface extérieure. Absolument. Donc, si vous avez une surface fermée et qu'une grandeur varie dans ce volume, cette variation se fait à travers, la fuite se fait à travers sa surface. Donc, un flux extérieur à travers la surface. Absolument. Donc, ce qu'on appelle donc le théorème flux divergent. Donc, normalement, celui qui a fait un bon cours de géométrie différentielle a vu ce théorème. Normalement, quelqu'un qui a fait un bon cours de géométrie différentielle a vu ce théorème. OK. Maintenant, donc, ça va nous permettre donc de transformer ceci. Ça va nous permettre donc de transformer ceci en intégrale de volume et de conclure. Donc, d'après ce que tout le monde vient de voir là, ça veut donc dire que dans le premier cas, je peux donc dire que, alors, voici F. D'accord? Voici F. Voici, nous avons déjà dit que ceci, ça va devenir divergent de sigma. Le voilà. Et maintenant, je passe l'autre terme dans l'autre sens. Donc, je fais moins, est égal à 0. Absolument. Bon, mais puisque ceci doit être vrai, quel que soit l'élément de volume de oméga, alors, nécessairement, il faut que cette quantité soit nulle. Puisque d oméga ne sera jamais nul. D'accord? Un volume élémentaire, il est là. Le volume élémentaire, il est là, il ne sera jamais nul. Donc, si cette quantité est nulle, ça veut dire nécessairement que tout ça doit être égal à 0. Et si tout ça est égal à 0, ça veut donc dire que ceci doit être égal à ρ fois gamma i. Voilà. Donc, ça, c'est la relation projetée dans un système d'axes. Bon, maintenant, de façon intrinsèque, on dit donc que divergence de sigma plus f est égal à 0 en statique. Parce qu'en dynamique, si cette équation est valable pour la dynamique, puisque ici, ce sont les accélérations. Donc, en statique, il n'y a pas d'accélération. D'accord? En statique, les accélérations sont nulles. Absolument. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc la première équation d'équilibre des milieux continus, à savoir que divergence de sigma plus f est égal à 0. Bien. Cette formule, si vous devez la retenir, parce que pour sortir de ce cours, il faut retenir quelques formules. Je vous ai dit, dans le premier chapitre, il y avait deux formules importantes qu'on devait retenir. La formule de la cinématique des milieux en HPP. Epsilon égale à gradient de U plus transposé de gradient de U sur 2. Cette formule-là, vous devez la retenir. La deuxième, c'est celle-ci. Divergence de sigma plus f est égal à 0 dans le volume oméga. Cette formule-là, vous devez la retenir. Bien. Maintenant, je passe à l'équation du moment. Alors, l'équation du moment. Bon, voici, j'ai rappelé comment on écrit un produit vectoriel. Bien.
Donc, regardez ici. Vous voyez donc ici. Alors, je l'ai même déjà mis là. Donc ici, je vais encore utiliser le théorème de Strogarsky pour transformer cette intégrale de surface en intégrale de volume, tout simplement. Voilà. Bien. Alors, je peux te faire un changement de variable. Je peux dire que tout ceci, c'est un... Des questions? Il y a des questions? Oui? Bien. Je disais donc que je peux faire un changement de variable, je peux remplacer cette quantité ici par un oméga IL. Vous voyez que dans ce mono, les indices I et L sont des indices qui sont libres. Tous les autres sont muets. Voilà JJ, voilà KK, voilà L, voilà JJ, voilà KK. Donc, les seuls indices libres, c'est I et L. Donc, d'après Ostrogradsky, ça c'est le flux de oméga IL. Ça c'est le flux de oméga. Alors, le flux de oméga, comme on vient de le dire, c'est tout simplement la divergence de oméga dans le volume. Et donc maintenant, si je remplace oméga par sa valeur, ça fait ça. Bon, ici, vous voyez que ça va donc dériver un produit. Puisque ça là, c'est une suite de 1 et de 0. Bien de donc, et ça là, c'est donc un produit. Donc, il suffit ici que je dérive un produit. Absolument. Donc, en dérivant ce produit-ci, qu'est-ce que ça donne? Ça donne epsilon IJK. Regardez, XJ, L. C'est delta JL. Voilà. Et ensuite, maintenant, alors, XJ fois sigma K, L, L. Tout simplement. Voilà. Donc là, maintenant, je peux tout mettre sur le volume, puisque j'ai déjà utilisé Ostrogradsky pour transformer ce qui est la surface en ce qui était sur le absolu. Bon, alors, dès que vous avez le delta, vous voyez qu'il y a l'absorption. D'accord? Dès que vous avez le delta, vous voyez qu'il y a l'absorption. Alors, ici, qu'est-ce qui va être absorbé? Qu'est-ce qui va être absorbé ici? Hein? Qu'est-ce qui va être absorbé là-bas? C'est elle qui va être absorbée. Ils ne m'entendent pas bien. Ok. Bien. Je disais donc que là, qu'est-ce qui va être absorbé ici? Évidemment, c'est elle, puisque c'est elle ici qui va être muet. Et donc, J va venir prendre sa place. Ça va donc rester ici un sigma KJ. Voilà. Ça là, sans changement. Alors maintenant, vous voyez que si je regroupe tous les termes, puisque ici il y a les epsilon ici, donc si je regroupe tout, ça va donc me donner ceci. Mais vous remarquez que ça, ce n'est autre chose que la première équation, parce que ça, c'est divergence de S, divergence, pardon, de sigma, plus F, moins rho fois gamma. Et nous avons dit que ceci est égal à 0. Donc, ça veut donc dire qu'au bout du compte, il reste seulement ceci. Or, ceci, en réalité, c'est un PI. Voilà. Si je fais par exemple P1, bon, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, donc ça veut dire que si P1 est égal à 0, ça veut dire que ici J et K ne peuvent prendre que 2 et 3. Et ça veut donc dire que sigma 2, 3 est égal à sigma 3, 2. Ce qui montre donc que le tenseur sigma est symétrique. Donc, ici, la symétrie du tenseur sigma se démontre. Et ça se démontre par quoi? Ça se démontre par la seconde équation d'équilibre, qui est l'équilibre du moment. Alors que la symétrie du tenseur de déformation, c'est une symétrie de définition. Parce qu'on définit epsilon comme la partie symétrique de gradient U. Donc c'est une symétrie par définition. Et ici, la symétrie de sigma se démontre. Donc, nous concluons que voilà donc les équations d'équilibre, à savoir que divergence de sigma plus F est égal à 0 dans le volume
Et puis, le tenseur est symétrique. Absolument. Donc, c'est pour ça qu'on a résumé ça ici, quelque part là-bas. Ici. Voilà. Donc, ça qu'on a résumé ici. Donc, ça, c'est donc divergence de sigma plus f est égal à 0. Il faut préciser ici, dans le volume, oméga. Et T est égal à sigma n égal à f sur la surface gamma. Donc, si vous revenez ici, donc, je crois que ça revient, ça revient à votre question. Donc, sur la surface, la contrainte doit équilibrer l'effort externe. Est-ce que vous comprenez ça? D'accord? Puisque ici, cette relation-ci est valable partout. Cette relation-ci est valable partout. En particulier, sur la frontière, il faut que la contrainte équilibre l'effort extérieur appliqué. Ça, c'est ce qu'on va appeler également la condition limite en effort. C'est ce qu'on appelle, cette deuxième équation, là, c'est ce qu'on appelle la condition limite en effort. Et cette équation est valable sur gamma, c'est-à-dire sur la frontière de l'élément, sur la frontière de la structure. Okay. Je crois que je dis que l'équation 2.5 est également appelée la condition aux frontières, condition en effort, parce que tout à l'heure on va aussi parler de la condition aux limites en déplacement. On peut d'ailleurs revenir ici, faire ce commentaire-là avant de partir. Ici, quand vous voyez comme structure comme celle-ci, bien. Ici, quel est le déplacement de ce point-ci? Quel est le déplacement de ce point? Quel est le déplacement de ce point? Hein? Mais ce point-ci, non, en tout cas, de cette frontière-là, si vous voulez, voilà, de cette frontière. Quel est le déplacement de cette frontière-là, si vous voulez? Hein? Qu'est-ce qu'on modélise comme ça? Vous avez déjà quand même fait un peu de RDM, même. Hein? Non, ce n'est pas une articulation, ça. C'est un encastrement. C'est un encastrement. Quel est le déplacement dans un encastrement? Tout est nul. Dans l'encastrement, tout est nul. Le déplacement de l'encastrement est nul. Donc, cela veut donc dire que quoi? Cela veut donc dire que le champ de déplacement sur cette frontière est égal à 0. On va donc dire que ça, c'est une condition aux limites en déplacement. OK? De même que la condition limite en effort ici, c'est que sur cette portion de surface, la contrainte est égale à F. Ça, c'est une condition limite en effort. Ici, pareil. Par contre, sur cette partie-ci, vous voyez qu'il n'y a pas de force. Donc, on va donc dire que cette portion de frontière est libre. C'est une portion de frontière libre en effort. Est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous m'entendez au moins? Est-ce que vous comprenez au moins ce que je dis? Oui, bon. Plus réaction. Légèrement, non. Votre micro est coupé? Au revoir. Votre micro est coupé. Voilà. Voilà, mais ils ne réagissent pas. Pas du tout. Ils sont comme vous. Bien. Jusque-là, il n'y a aucune question. Vous comprenez tout ça? Ça va? Bien. Maintenant, je vais parler des propriétés locales du tenseur de contrainte. Qu'est-ce qu'on appelle la contrainte normale sur une facette orientée par n? Alors, la contrainte normale sur une facette orientée par n, c'est la quantité sigma n, ou bien matriciellement, n transposé sigma fois n. Donc, si on revient au tenseur de déformation qu'on a vu, ceci s'apparente à quelle définition? Si on revient au tenseur de déformation, ça s'apparente à l'allongement unitaire que nous avons vu au sujet des déformations. Okay? Parce que pour l'allongement unitaire, c'était delta égale à
transposé de n fois epsilon fois n. OK. Maintenant, quand il s'agit du tenseur de contrainte, on va dire que c'est la contrainte normale. Donc, c'est ce que je vous disais tantôt. Parler de contrainte comme ça, là, sans préciser, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a tellement de notions de contrainte. Hein? Est-ce qu'il s'agit d'un tenseur de contrainte? Est-ce qu'il s'agit d'un vecteur de contrainte? Est-ce qu'il s'agit d'une composante? Est-ce qu'il s'agit d'un champ de tenseur de contrainte? Est-ce qu'il s'agit d'une contrainte normale? Qui ici est un scalaire? Hein? Tout le monde peut voir que là, c'est un scalaire. D'accord? Ça, c'est un scalaire. Alors, en MMC, si la contrainte normale est positive, on dit qu'il s'agit d'une tension. On dit que le milieu est en tension, ou bien le point est en tension. Si c'est négatif, on va dire qu'il s'agit d'une compression. Et ceci détermine ce qu'on appelle la convention de signe en MMC. Donc, en MMC, les tractions ou les tensions sont positives, alors que les compressions sont négatives. En BA, tout à l'heure, on va voir exactement que c'est le contraire. La convention de signe en BA, c'est exactement le contraire. En BA, les compressions sont positives et les tractions négatives. C'est juste une convention, d'accord? C'est juste une convention. Donc, en MMC, la convention est contraire en BA. Donc, en MMC, on considère que les tractions sont plutôt positives. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le vecteur, la contrainte de cisaillement? Ben, la contrainte de cisaillement, notée TT, c'est T moins sigma N porté par N. Alors, regardez ce schéma. Voici une facette qui est orientée par N. Le vecteur contrainte sur la facette, c'est T. Si je projette T sur N, T sigma N, c'est-à-dire la contrainte normale. Bon, maintenant, la projection de T sur le plan de la facette, c'est ça qu'on appelle TT. TT, a priori, c'est un vecteur. C'est là qu'il faut vraiment, ça c'est un détail à retenir. TT, en principe, c'est un vecteur. Mais, par abus de langage, on confond ce vecteur avec sa norme. Mais normalement, le vecteur, la contrainte de cisaillement est un vecteur. OK? Mais par abus de langage, on confond ce vecteur avec son module. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que le module de TT, qu'on note généralement tau, OK? On va dire que c'est la contrainte de cisaillement. Mais en réalité, la contrainte de cisaillement est un vecteur. Mais par abus de langage, on confond le vecteur avec son module. Bien. Maintenant, les invariants. Bon, les invariants, c'est exactement la même chose que pour les déformations, que pour tous les tenseurs d'ordre 2 d'ailleurs. OK? Le premier invariant, c'est la trace. Le deuxième invariant, c'est le déterminant. Et le troisième invariant, c'est celui-là. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle les invariants élémentaires ou bien les invariants de base. Mais je veux dire, comme on l'a vu pour l'autre cas, à partir de ces invariants, toute combinaison linéaire de ces invariants donne encore d'autres invariants. Mais tous les invariants sont en fonction de ces trois-là, qu'on appelle les invariants élémentaires. Bien. Valeur et direction principale. Bon, c'est pareil que pour les déformations. Décomposition en partie sphérique et déviatorique, c'est pareil. Alors, la partie sphérique, c'est la partie qui est proportionnelle au tenseur identité. Voilà. Et la partie déviatorique, par définition, c'est la partie dont la trace est nulle. Absolument. Oui. Oui. Et ici, là, c'est des notations. C'est juste des notations. Alors, donc, sigma 1, c'est la trace. Hein? Tout à l'heure, quand on va parler des contraintes principales, d'ailleurs, bon, il risque d'avoir une petite confusion, mais il suffit que chacun sache pourquoi il est question. C'est une notation. On dit donc que le premier invariant, si vous voulez dire ça plutôt comme ça, le premier invariant, c'est la trace. Le deuxième invariant, c'est celui-là, hein, d'accord, c'est un demi de la trace de sigma au carré moins la trace de sigma au carré. OK.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ici, c'est la trace qui est élevée au carré. Et ici, on enlève d'abord sigma au carré avant de prendre la trace. D'accord. Et ici, le troisième invariant, c'est... D'accord? Alors, vous avez raison de ce point de vue-là, parce que, bon, surtout dans mon cours-là, il y a un risque de confusion entre ces invariants élémentaires-là et tout à l'heure, quand on va écrire les contraintes principales. Mais il suffit de savoir qu'en réalité, ça, là, on peut, au lieu de mettre sigma, on peut dire le premier invariant, deuxième invariant, troisième invariant. Maintenant, le cercle de Moore en contrainte. Donc là, c'est une partie importante du coup, parce que la représentation de Moore est vraiment générale en mécanique. Hein, d'accord, vous allez voir ça en mécanique des sols, en calcul de structure, en tout. Tout ce que, toutes les matières où on a besoin de représenter l'état de contrainte en un point. D'accord? Bon, en mécanique des sols, c'est très compliqué. Donc, il faut que vous maîtrisiez cela. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un cercle de Moore? Comment est-ce qu'on trace un cercle de Moore? Comment on l'interprète? D'accord? Quelles données pratiques en tirer? D'accord? Bon. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des cercles de Moore, mais peut-être que vous ne savez pas bien comment on les trace. Qui a déjà entendu parler des cercles de Moore? Vous? C'est le traçage, ok. En BTS? Oui. Bon, voilà. Parce que peut-être on ne vous a pas montré comment on trace et surtout le problème même qui est posé hein, quand on trace les... Bien. Donc c'est ça que nous allons voir maintenant. Alors, cercle de Moore en contrainte. Alors, je précise d'ailleurs que le cercle de Moore qu'on trace en contrainte, là, on peut également le tracer en déformation. Parce que ce qui est dit là, c'est valable donc pour tous les tenseurs qui sont des tenseurs d'ordre 2, comme les tenseurs de contrainte. On peut également tracer la même chose pour les déformations. Il n'y a pas de souci. Alors, quel est le problème posé? Je prends une base E où le tenseur de contrainte est diagonal. Ça veut donc dire que la base E est une base principale pour le tenseur. Et je note, bon voilà, c'est ce que je disais tantôt là, je note maintenant sigma 1, sigma 2, sigma 3, les contraintes principales. Donc, on risque de confondre cela avec les invariants. Mais ça n'a rien à voir, évidemment. Ça n'a rien à voir. OK? Donc, dans ce cours, je les ai notés là pareil, mais ça n'a rien à voir. Je note sigma 1, sigma 2 et sigma 3 comme contraintes principales. Alors, si on se donne arbitrairement deux scalaires, sigma n et tau, on se pose la question, est-ce qu'il existe une direction n telle que les deux scalaires-là soient respectivement la contrainte normale et le module de la contrainte tangentielle associé à la direction n? C'est ça la question. OK? Voilà. Alors, pour qu'il en soit ainsi, il faut donc que sigma n soit la contrainte normale associée à n. Or, nous venons de définir la contrainte normale immédiatement là. Donc, c'est exactement ce que nous venons de dire. Voilà comment nous avons défini la contrainte normale. Donc, si sigma n est la contrainte normale associée à n, alors cette équation doit être vérifiée. Alors là, voilà. Voilà. OK. En termes de coordonnées, bon, ça veut donc dire que sigma n est égal à sigma 1 au carré, puisque ici, sigma est diagonal, donc c'est sigma 1, 0, 0, 0, sigma 2, 0, 0, 0, sigma 3. D'accord? Voilà. Maintenant, si vous multipliez cela par N1, N2, N3, ça donne ça. Maintenant, vous transposez N et vous multipliez encore, ça donne ceci. OK. Ensuite, si tau est la contrainte de cisaillement, alors le module de tau, c'est le module de Tn moins sigma n, puisque c'est comme ça que nous avons défini tau. Voilà. Voici le vecteur contrainte de cisaillement. Donc, regardez, en réalité, tout se passe ici. Donc, vous pouvez regarder ici que là, par définition, n est normal au plan de la facette. Donc, cela veut donc dire que cet angle-ci est un angle droit. Donc, cela veut donc dire que dans ce triangle-ci, je peux appliquer d'abord, à savoir que t au carré est égal à sigma n au carré plus tau au carré, tout simplement. D'accord? Puisque ça, là, c'est un triangle rectangle. Donc, le carré de l'hypoténuse, c'est la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc, c'est ça que j'applique ici. À savoir, donc, sigma n au carré plus
tau au carré est égal à la norme de T au carré. Et enfin, il faut écrire que n est unitaire. N unitaire veut dire que quoi? Ben, que la norme c'est 1, voilà. La norme c'est 1, voilà. Que la norme c'est 1. Alors ici, qu'est-ce que je cherche? L'inconnu c'est n, parce que je me demande s'il existe une direction n, telle que les deux scalaires que j'ai choisis arbitrairement représentent respectivement la contrainte normale et la contrainte de cisaillement. Donc ici, l'inconnu c'est n. Alors, si je résous ce système, voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bien. Maintenant, vous voyez donc ici, N1, ça c'est N1 au carré, N2 au carré, N3 au carré. Bien. Maintenant, ça ce sont des lieux. Ça ce sont des lieux de points que je dois tracer dans le repère sigma n tau. Le repère sigma n tau, c'est ce qu'on va appeler tout à l'heure le plan de mort. Bien. Alors, d'abord, première chose, pour que ces quantités soient définies, il faut que pour que N1 au carré soit défini, il faut que ces quantités soient positives. Parce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose au carré qui est négatif. Absolument. Donc, si je donne un ordre à ces quantités, ok? Et en général, l'ordre, c'est ça. Généralement, l'ordre, c'est que sigma 1 est supérieur à sigma 2 et supérieur à sigma 3. Alors, dans ces conditions, on va voir que pour que ces quantités soient positives, il faut que ce numérateur-ci soit positif, ce numérateur soit négatif et ce numérateur soit positif. Puisque, comme je connais l'ordre de ces quantités, si je peux déterminer le signe. D'accord? Voilà. Or, ici, on se rend compte qu'en réalité, ça là, c'est les équations. Dans le repère sigma n tau, ça, ce sont des cercles. Donc, il y en a 3. C'est ce qu'on appelle les 3 cercles de mort. Absolument. Alors, voilà les 3 cercles de mort. OK. 1, 2 et 3. Alors, vous voyez donc que le lieu de ce point, quand on dit par exemple que sigma 2, 3, alors voici sigma 2, 3, c'est ce cercle-ci. Il doit être positif. Donc, ça veut donc dire que c'est ce domaine-là qui est positif. Vous voyez que ce sont des inégalités. Donc, c'est ce domaine-là qui doit être positif. OK. Maintenant, sigma 1, 3, c'est celui-là. Hein? Ce domaine-là, il doit être plutôt négatif. Donc, le bon domaine, c'est celui-ci. Et ensuite, sigma 1, 2, vous voyez que ça doit être positif. Donc, voilà sigma 1, 2. Le bon domaine, c'est celui qui est au-dessus. Maintenant, je prends l'intersection, hein, puisque ça, c'est un système d'équations. Je prends l'intersection de ces trois solutions. Donc, ça va définir donc ici cet espace-ci entre les 3 cercles de mort qu'on va appeler l'arbelan du tricercle de mort. Donc, cela veut donc dire, pour répondre à la question posée par le cercle de mort, c'est que, alors, pour que la direction n existe est telle que sigma n représente la contrainte normale et tau la contrainte de cisaillement, il faut que le couple sigma n tau appartienne à l'arbelan du cercle de mort. Voilà. Voilà comment on obtient ce cercle de mort. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce que vous avez compris comment on a tracé? Donc, quel est le problème posé? Le problème posé, c'est que si je me place dans le plan de mort, voici le plan de mort, le plan sigma n tau, d'accord? Et que je prends un point quelconque, est-ce que ce point-là correspond à un n, tel que sigma représente la contrainte normale suivant n et tau représente la contrainte de cisaillement suivant n? On répond pour dire que pour que ce soit le cas, il faut que le point choisi appartienne à cet espace qu'on appelle l'arbelan du cercle de mort. Donc cela veut dire que je ne peux pas choisir ce point-là ici. Ce n'est pas bon. Je ne peux pas choisir ce point-là ici. Je ne peux pas choisir ce point-là non plus ici. Il faut que le couple sigma n tau appartienne automatiquement à cet espace. On appelle donc l'arbelan du tricercle. Ici, les CIJ sont les centres de différents cercles.
Voilà. Et donc, on voit qu'en réalité, alors ici, comme ce sont des inégalités, l'égalité correspond à quoi? L'égalité correspond à la limite. Si je prends par exemple ce cercle-ci, l'égalité correspond à la limite, c'est-à-dire je suis exactement sur le cercle. Maintenant, l'inégalité, ça fait le domaine qui est au-dessus. Okay. Pareil pour celui-ci. L'égalité correspond exactement à ça. Voilà. OK. Et il ne faut pas oublier que si par exemple je dis que je suis à 0, 0 c'est en réalité que si cette quantité-ci est nulle, ça veut dire que n est nul. Si cette quantité est nulle, ça veut dire que n2 est nul. Si cette quantité est nulle, ça veut dire que n3 est nul. Si je prends un vecteur tel que n1 soit nul, ça veut dire que ce vecteur appartient à quel point? Je prends un vecteur n dont les coordonnées sont n1, n2 et n3. Si n1 est nul, ça veut dire que n appartient à quel plan? Au plan 2, 3, évidemment. Si n2 est nul, ça veut dire que n appartient à quel plan? Et ainsi de suite, si n3 est nul, ça veut dire que le point n appartient à... Voilà. Donc ici, la direction n dont le point représentatif est ça existe si ce point appartient à la zone assurée, qu'on appelle l'arc-belon du cercle de Moore. OK. Alors, ici, vous voyez donc que là, les renseignements qu'on peut tirer de la représentation de Moore, c'est que, première chose, on peut à partir de là trouver au max. Quel est le cisaillement maximum qu'on peut trouver au point N? Alors, taux max, tout le monde peut voir que ici, c'est le rayon du plus grand cercle de Moore. Or, le diamètre du plus grand cercle de Moore, c'est sigma 1 moins sigma 3. Donc, son rayon, c'est sigma 1 moins sigma 3 sur 2. Absolument. Voilà. Et la contrainte normale correspondante, ben c'est ça. Et c'est donc sigma 1 plus sigma 3 sur 2. Okay. Voilà. Alors, cette facette est telle que N1 soit égal à N3 et N2 est égal à 0. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Cette équation correspond à N2 égal à 0. Et voilà. Donc, cela veut donc dire que la direction de ce vecteur est la bisectrice du plan. Bon, pour l'instant, on ne peut pas encore déterminer que c'est la bisectrice du point parce qu'il faut les propriétés du cercle de Moore. On va revenir dessus. OK. Alors maintenant, si sigma 1 est égal à sigma 2 différent de sigma 3, alors ça veut donc dire que on aura un seul cercle et non plus 3. Hein, d'accord? Supposez par exemple que sigma 1 soit égal à sigma 2. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut donc dire que j'ai tiré ce point-ci. Je vais tirer ce point-ci pour l'amener là. À ce moment-là, les deux autres cercles vont disparaître, il n'y en aura plus que 1. Supposez que sigma 2 soit égal à sigma 3. Je vais tirer ceci. Ça va venir là. On n'aura plus qu'un seul cercle. Supposez que toutes les contraintes principales soient les mêmes. Alors ceci et ça vont se confondre. À ce moment-là, il n'y aura plus aucun cercle. Et l'état de contrainte dans le plan de Moore va se représenter par un seul point. Donc, là, on peut déjà conclure qu'un état de contrainte, par exemple, sphérique, dans le plan de Moore, d'accord, correspond à un seul point. Okay. Bien, maintenant, question? Ok. Oui. Bon, de toute façon, on va revenir dessus en long et en large, surtout lors de TD, vous allez comprendre, ce n'est pas compliqué. Alors, maintenant, quelques tenseurs particuliers, exactement comme pour les déformations. Qu'est-ce qu'on va appeler un tenseur sphérique? Ben, un tenseur sphérique, et l'un tenseur sera disphérique si toutes les contraintes principales sont égales et si le déviateur est nul. Et donc, pour tout tenseur sphérique, toute direction est principale. Bon, ça, on l'a déjà vu, mais pour les déformations. Alors, ici, qu'est-ce que je vais appeler un tenseur uniaxial? Un tenseur uniaxial, voilà, voici l'exemple d'un tenseur uniaxial. Ça veut donc dire qu'une seule composante est non nulle, toutes les autres composantes sont nulles. Ça, c'est un tenseur uniaxial dans quelle direction?
dans la direction E1, absolument. Donc, si c'est ici, ce sera dans la direction E, ainsi de suite. Direction. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un tenseur de cisaillement simple? Alors, un tenseur sera dit cisaillement simple si toutes les composantes sont nulles, sauf sigma 1, 2 qui est égal à sigma 2, 1. Donc, ça veut donc dire que si je prends un tenseur comme celui-ci, j'ai 0 ici, j'ai quelque chose ici qui est différent de 0, quelque chose qui est différent de 0, je vais dire que ça, c'est un tenseur de cisaillement simple dans le plan 1, 2. Alors, si c'est ici et là, je vais dire que c'est 2, 3. Si c'est ici et là, je vais dire que c'est 1, 3. Et maintenant, quand est-ce qu'on va dire qu'un tenseur de contrainte est plan? Bon, un tenseur de contrainte est plan. Supposons par exemple que j'ai 0 ici et 0 là. C'est-à-dire sigma 1, 3, c'est sigma 2, 3 égale à sigma 3, 3 égale à 0. À ce moment-là, le tenseur sera plan dans le plan 1, 2, ainsi de suite. De la même façon qu'on peut avoir un tenseur de révolution, d'accord? OK? Qui tourne autour d'un axe. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Non. Okay. Pas de questions. Alors, maintenant, on va voir un paragraphe aussi important qu'on appelle les propriétés du cercle de Moore. Alors, donc, représentation de Moore dans le plan, ou bien propriété fondamentale du cercle de Moore. Soit ce plan-là, là maintenant je suis dans le plan, je ne suis plus dans l'espace, je suis dans le plan. Okay? Alors dans le plan d'ailleurs, je vais avoir combien de cercles? Si dans l'espace j'avais 3 cercles, dans le plan je vais en avoir combien? Un espace est composé de combien de plans? Un espace est composé de combien de plans? 3 plans. Donc vous voyez donc les 3 cercles là correspondent aux 3 plans. D'accord? Donc ça va nous dire que si je suis dans un seul plan, j'aurai un seul cercle. J'aurai un seul cercle. Donc maintenant, je veux dessiner le cercle de Moore qui correspond à cet état de contrainte. OK? Alors, pour cela, je dois donc calculer la contrainte normale et la contrainte de cisaillement sur une facette quelconque qui est ça, orientée par exemple, un vecteur E, qui fait un angle alpha avec x1. OK. Voilà. Puisque, au bout du compte, la représentation de Moore en réalité donne l'état en termes de contrainte normale et de contrainte de cisaillement. Alors, donc il faut que j'exprime le vecteur contrainte qui s'applique sur les facettes orientées par E et E'. Bon, pour E, je dois calculer donc le vecteur contrainte. Donc, c'est sigma multiplié par E. Ça fait ça. La contrainte normale sur E, voilà la définition. Et on trouve ceci. La contrainte tangentielle, voilà la définition, on trouve ça. Alors maintenant, si on veut représenter tout cela dans le plan, voilà le cercle qu'on va trouver. Voilà le cercle qu'on va trouver. De ce type de propriété vraiment fondamentale que tout le monde doit comprendre. Même si vous ne savez pas démontrer, il faut le retenir. Je ne vous demande pas de savoir démontrer, mais il faut retenir que voici les 2 propriétés fondamentales du cercle de Moore. OK. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé du vecteur contrainte et nous avons dit, si je me situe en un point et que je fais varier la coupure, d'accord? Si la coupure varie, le vecteur contrainte varie. Donc, maintenant, ceci en réalité, on interprète ça comment? On interprète cela en disant que à chaque vecteur ici qui définit une facette correspond un point sur le plan de Moore. D'accord? Un point sigma n tau. Et donc ça veut donc dire que quand mon vecteur E change, le point qui représente ici doit aussi changer. Et ce point change en restant toujours sur le cercle. Et la propriété, c'est quoi? C'est que si je tourne de alpha sur l'espace des facettes, alors le point représentatif sur le cercle de Moore tourne de moins 2 alpha. Alors ça, vraiment, c'est quelque chose
vraiment fondamental à retenir. Même si vous ne savez pas démontrer, parce que là, je n'ai pas insisté sur la démonstration. Ok. Mais il faut donc retenir ceci. Premièrement, si je tourne de alpha sur l'espace de facette, le point représentatif tourne de moins 2 alpha. Ici, sigma 1 représente ici la direction x1. Voici A, le point E, A représente le vecteur E. Donc, vous voyez que pour partir de x1 à E, ici, je tourne de alpha. Pour partir de sigma 1 au point qui représente E ici, que j'ai appelé le point A, je tourne de 2 alpha. Mais en sens contraire. Si ici c'est positif, ici ça va être négatif. Donc vraiment, s'il y a une seule chose à retenir de ce cours, je pense que c'est cela. Donc il faut bien retenir cela, que si sur l'espace des facettes, je tourne de alpha, dans le plan de mort, je tourne en sens contraire. Alors, la corrélation, c'est que si ici je tourne de pi sur 2, ici je vais donc tourner de combien? De pi. Puisqu'on a dit que le rapport c'est toujours 2. Si je tourne ici de alpha, je tourne ici de 2 alpha, en sens contraire. Donc ça veut donc dire que si je tourne ici de pi sur 2, je dois tourner ici de pi. Or, tourner de pi, supposons que je suis ici, tourner de pi, ça veut donc dire que je me retrouve où? Là. D'accord? Voici l'angle pi ici, si je tourne en sens contraire. D'accord? Voilà. Donc, cela veut donc dire que si deux facettes sont perpendiculaires, le point représentatif sur le plan de mort représente un diamètre. D'accord? Ça, c'est une conséquence directe de ce que je viens de dire là. Hein? Je dis que si je tourne ici de alpha, je tourne là de 2 alpha. Donc, si ici je tourne de pi sur 2, je tourne là de pi. Donc, ça veut donc dire que les points représentatifs de deux vecteurs qui sont perpendiculaires dans l'espace des facettes sont diamétralement opposés sur le plan de mort. Et c'est ça que nous allons utiliser pour résoudre pratiquement tous les problèmes qu'on présente, que je vais présenter ici dans le TD. Donc, ce n'est que cela. Alors, une autre conséquence, c'est que si deux vecteurs sont perpendiculaires, les cisaillements correspondants sont égaux et de signes opposés. D'accord? Voilà. Supposons par exemple que je pars d'ici jusque-là. Quand je pars d'ici jusque-là, je tourne de combien? Je tourne de pi. Donc ça veut donc dire que ici, où est le cisaillement? Ici, où est le cisaillement? Ils sont égaux, ils sont égaux, un cisaillement, ils sont égaux, mais de signes opposés. Celui-ci est positif et celui-là est négatif. Je répète donc. Ça, c'est ce qu'on appelle donc les propriétés fondamentales du cercle de mort dans le plan. Premièrement, si dans l'espace de facettes, je tourne de alpha, sur le plan de mort, je tourne de moins 2 alpha. Deuxièmement, ce qui est d'ailleurs une autre conséquence, si je tourne de pi sur 2 sur l'espace de facettes, ici, je représente un diamètre. Et troisièmement, si deux vecteurs sont perpendiculaires, alors les cisaillements sur ces deux vecteurs seront donc égaux et de signes opposés. Donc vraiment, s'il y a une seule chose à retenir dans cette leçon, c'est cela. D'accord? Voilà. Bon, pour l'instant, comme c'est encore frais dans votre tête, bon, il faut seulement que vous regardiez d'abord le fichier. Mais, je vous rassure, on va faire tellement de TD dessus qu'à la fin, vous-même, vous allez voir que c'est des choses qui sont très simples. Après, maintenant, il faudra pouvoir porter ça alors maintenant dans d'autres disciplines. Quand vous faites, par exemple, la mécanique des sols, il faut que vous fassiez revenir ces notions-là. La mécanique des sols, vous allez voir, on va tracer ça partout. Partout, mais pratiquement partout. OK? Voilà. En structure, on va se tracer ça partout. D'accord? Voilà. OK? Voilà. Donc, rappelez donc vous, qu'est-ce que c'est qu'un cercle de mort? Un cercle de mort, tout simplement, ça représente l'état de contrainte. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer? On peut en tirer les contraintes normales en chaque point, le cisaillement en chaque point, le cisaillement
maximale. Et le cisaillement maximal donne d'ailleurs quoi? Ça donne la direction au point considéré où on a le risque de, justement, de cisaillement. Hein, d'accord? Puisque, en termes de contrainte, il faut parler non seulement de la contrainte, mais surtout de la direction suivant laquelle est appliquée cette contrainte. C'est extrêmement important parce que vous avez vu ici qu'un vecteur contrainte est toujours relatif à un vecteur, c'est-à-dire à une facette, à une coupure. Voilà. Bien. De toute façon, on aura tellement le temps de répéter cela qu'à la fin, ça va rentrer. Il n'y a pas de souci. Bien. Alors, maintenant, donc c'est ça que je résume ici. Quand on tourne de alpha sur l'espace des facettes, le point représentatif tourne 2 alpha dans le plan de Moore, mais en sens inverse. Absolument. Alors, maintenant, un autre problème qu'on peut traiter ici, voilà, c'est, donc ici, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà. Bon, il faut faire tourner ceci. Hein, pivoter, oui. Est-ce que tu vas faire pivoter? Où ça? Ah oui, pivoter, ok. Ah d'accord, ok, c'est bon. Ok, voilà, donc c'est ça que je vous disais là tout à l'heure. Vous voyez? Ok. Là donc, ce cercle de Moore, voilà. Ce cercle-ci correspond à N1 égale à 0. Or, N1 égale à 0, ça veut dire que le vecteur N correspond au plan 1, 2, 3. Ça, c'est N2 égale à 0, ça veut dire que le vecteur appartient au plan 1, 3. Et si N3 égale à 0, le vecteur appartient au plan 1, 2, ainsi de suite. Voilà. Et alors, si cette courbe correspond à N1 égale à une constante, tout cercle concentrique correspond à N1 égale à une constante. Donc ici, c'est N1 égale à 0. Un cercle qui est concentrique à ça correspond à N1 qui est égal à une constante. Ça, c'est N3 égale à 0. Tout cercle concentrique est un N3 égale à une constante. Ça, c'est N2 égale à 0. Tout cercle concentrique correspond à N2 égale à une constante. Ainsi de suite. Voilà. Alors, maintenant, il faut revenir. Pivoter encore. OK. Pivoter encore. Pivoter encore. Et pivoter encore. Voilà. Là, maintenant, je retombe sur mes pieds. Bon, il y a un autre problème qu'on peut vous poser ici. C'est que, connaissant une direction N, on vous demande de placer le point P correspondant sur le plan de Moore. Alors là, j'ai détaillé cela ici. J'ai détaillé cela ici. Voilà. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que voici mon repère. C'est le repère de base. Petit E. Hein? Petit E2, petit E3. Ah, c'est le repère de base. Maintenant, voici le repère principal. Grand E1, grand E2, grand E3. Alors, quelle est la problématique que je traite ici? Je me donne un vecteur N quelconque, que je connais. Hein? Et puis maintenant, je me demande comment placer le point P qui représente N sur le plan de Moore. Parce que ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la notion de contrainte est liée à la notion de coupure et donc à la notion de facette. Vraiment, à force de marteler, je pense que ça avance. Hein? Quand on dit contrainte, il s'agit de coupure. Hein? Depuis le début là. Depuis le début là, c'est encore là. OK? Depuis le début là. Pour parler de vecteur contrainte, il faut d'abord parler de coupure. Et parler de coupure, ça existe qu'on parle de facette. Et de normal qui oriente la facette. Et c'est toujours ça. Et maintenant, le problème, c'est que, OK, ici, en un point M, on peut effectuer une infinité de coupures. Et si on effectue une infinité de coupures, il y a donc une infinité de vecteurs contraintes.
D'accord? Et donc maintenant, pour connaître donc l'état de contrainte au point, il faut définir donc le tenseur sigma. Qui donc à chaque vecteur n fait correspondre le vecteur contrainte correspondant. Tenseur d'ordre P, tenseur d'ordre Q, on a besoin de tenseur d'ordre P plus Q. Toujours. Bien. Alors, voici la procédure, je l'ai détaillée, donc là, je pense que ça va aller. Donc ici, je veux placer P connaissant N, et vice-versa. Première chose, il faut projeter N dans le repère principal. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut donc dire que si je connais N égale à N1, N2, N3 dans le repère principal, voilà, je veux le transformer en ce qu'on appelle les cosinus directeurs. C'est-à-dire que N1, c'est un cosinus lambda 1. N1 étant la composante de N sur E1. E1 ici, je rappelle que c'est la direction principale. Cosinus lambda 2 et cosinus lambda 3. C'est ce qu'on appelle les cosinus directeurs du vecteur N dans le repère principal. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape. OK. On se place, par exemple, en C1,2. OK. Alors, regardez ici. C'est ce que nous venons de dire. C'est que quoi? Ça veut dire que si le cosinus directeur suivant E1, c'est lambda 1, ça veut donc dire qu'il y a un angle lambda 1 entre E1 et N. D'accord? Bien. Alors, cela veut dire que quoi donc? Alors maintenant, on va encore faire pivoter. Ici. Là, je l'ai fait. Je vais pivoter. D'accord? D'accord? OK, là c'est bon. OK. Alors, rappelez-vous ce que nous avons dit au sujet des propriétés du cercle de Moore. Quand je tourne de alpha sur le plan de Moore, je tourne de 2 alpha sur l'espace des facettes. Bien. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que si entre E1, parce qu'en réalité, ce point-ci représente E1. Les contraintes normales, en réalité, les contraintes principales, pardon, représentent les directions principales, en fait. Rappelez-vous, un vecteur, un point. Un vecteur, un point. Ce point-ci représente E grand 1. Ce point-là représente E grand 2. Ce point-ci représente E grand 3. Bien. Alors, si entre N et E1, dans l'espace des facettes, il y a l'angle lambda 1. Les points représentatifs ici, il y aura évidemment un angle 2 fois lambda 1. Est-ce que tout le monde comprend ça? Il n'y a même rien à comprendre. On utilise simplement les propriétés que nous venons d'étudier. OK? Si j'ai ouvert l'angle là-bas de lambda 1, je l'ouvre ici de 2 fois lambda 1. Voici le point qui représente E1. Voilà le point qui représente N. J'ouvre, c'est le rapporteur. On mesure les angles avec quoi? Le rapporteur. J'ouvre le rapporteur de 2 fois. Rappelez-vous, c'est ce point-là que je veux placer. J'ouvre mon rapporteur de 2 fois lambda 1. Ici, pareil, je me place ici. J'ouvre encore mon rapporteur de 2 fois lambda 1. Quand j'ouvre mon rapporteur de 2 fois lambda 1 ici, ça me donne ce point. J'ouvre encore mon rapporteur, là j'étais en C1,2, c'est-à-dire le centre du cercle 1,2. Ici je suis en C1,3. Je l'ouvre, ça me donne encore ce point. Alors, si vous avez bien mesuré votre angle, les 3 points-ci seront alignés. Regardez comment j'ai fait là. Ces 3 points-là sont alignés. OK? Ces 3 points-là sont alignés. À ce moment-là, je me place maintenant ici et je trace le cercle concentrique à 2 points. OK? Qui passe par ces 2 points. Ça me donne le premier lieu de P. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Simplement, oui. À partir, puisque si les 2 points-ci touchent ces cercles-ci, le seul cercle concentrique que je peux tracer, c'est par rapport à ça. Puisque les points touchent déjà ceci, je ne peux plus tracer des cercles concentriques qui passent par ici et qui est concentrique à ça ou bien à ça.
D'accord? Donc, si je passe par là, alors le cercle concentrique est forcément concentrique à 2, 3. D'accord? Voilà. Et donc, ça veut donc dire que je dois me placer donc au centre de 2, 3. Et je trace maintenant ce cercle concentrique. Ceci me donne le premier lieu de P. Ensuite, ça c'est E3. Je me place maintenant par rapport à E3. Je sais que entre N et E3, il y a lambda 3. Donc je fais pareil. Je place donc mon rapporteur. J'ouvre ici 2 fois lambda 3. J'obtiens ce point. Je place encore ici. J'ouvre 2 fois lambda 3. Je prends ce point. Vous regardez que comme dans l'autre côté, les 3 points là sont alignés. Et maintenant alors, quand j'obtiens ces 2 points, alors le seul cercle concentrique que je peux tracer, c'est par rapport à quoi? Évidemment, c'est par rapport à celui-ci. Donc je me mets là et je trace le cercle concentrique par rapport à celui-ci. Ça me donne le deuxième lieu. Le deuxième lieu, premier lieu, deuxième lieu, le point d'intersection me donne le point cherché. On va faire juste là. C'est pas des choses. Vous allez comprendre. OK? Est-ce que vous comprenez un peu? Non, c'est encore un peu touffu. Bon, je comprends. Il n'y a pas de souci. Vous avez fini par comprendre, rassurez-vous. Donc là, qu'est-ce que c'était la problématique? C'est que j'ai un vecteur dans l'espace des facettes et je veux placer son point dans le... Bon, maintenant, je peux faire l'opération inverse. Supposons que j'ai plutôt P et que je veux trouver lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Bon, je fais exactement le contraire. Donc, première chose, si j'ai d'abord P, je me place ici, je trace ce cercle concentrique. Ça va me donner ces 2 points. Je les joins ici. Ça va me donner directement 2 fois lambda 1. Je fais la même chose de ce côté. Ça va me donner 2 fois lambda 3. Donc, ayant lambda 1 et lambda 3, je sais que N1 est égal à cosinus lambda 1. Ça me donne une valeur. N3 est égal à cosinus lambda 3. Ça me donne une valeur. Comme N doit être unitaire, il faut que N1 au carré plus N2 au carré plus N3 au carré soit égal à 1. Et donc, si j'ai déjà N2 et N3, je peux trouver N2. Et si j'ai N2, j'ai lambda 2. Voilà. Okay. Bon, on va faire des TD dessus. Donc, voilà le deuxième type de problème qu'on peut vous poser. Bon, le détail du raisonnement est là. Bon. Donc là, j'ai directement tout, voilà, directement tout donné. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut donc récapituler. Donc, c'était donc à la deuxième étape. Donc, se placer en C1,2, mesurer 2 fois lambda 1 au rapporteur, ça nous donne le point N1,2. Se placer en C1,3 et mesurer 2 fois lambda 1 par rapport au rapporteur, ça nous donne le point N1,3. Donc, les droites C1,2, N1,2 et C1,3, N1,3 sont parallèles. Et puis, les points N1,2 et sigma 1 sont alignés. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je vous ai déjà montré cela. Bon, maintenant, placez la pointe sèche du compas en C2,3 et ouvrez le rayon jusqu'à N1,3 et N2,3. Tracez le cercle concentrique au cercle 2,3 qui passe par les points N1,3 et N1,2. On trouve le premier lieu de P. Exactement ce que nous avons dit. Donc voilà, ok. Donc j'ai placé ce point-ci, j'ai placé ce point-ci, j'ai vérifié que ces points-là sont alignés avec ça. Voilà. Alors maintenant, je me place ici, je mets la pointe sèche ici, j'ouvre mon compas jusqu'ici, je trace le premier lieu. Voilà. Ça donne le premier lieu de P. Ensuite, on se place en C2,3 et on mesure 2 fois lambda 3. Ici, je me place en C2,3 et j'ouvre mon rapporteur de 2 fois lambda 3. J'obtiens le point N3,2. Voilà. Je me place encore en C1,3. C1,3. Donc ça veut dire que je suis là. J'ouvre toujours mon compas de 2 fois lambda 3, c'est-à-dire ici. Bon, je n'ai pas remis la 2 fois lambda 3 ici pour ne pas surcharger le dessin, d'accord? Parce que quand on met beaucoup de choses, ça surcharge, après on ne se n'est plus clair. OK? Ensuite, maintenant, j'obtiens ce point. Absolument.
Ensuite, ok. Les droites C2, 3, N2, 3 et C1, 1, 3, N, 3, 1 sont parallèles. Et puis, les points sigma 3, N3, 2 et N3, 1 sont alignés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, on place la pointe sèche du compas en C1, 2. Je place la pointe sèche du compas ici, en C1, 2. Voilà. J'ouvre mon compas jusqu'à N3, 1 et N3, 2. Voilà, c'est-à-dire là. Et donc, je trace un cercle concentrique au cercle 1, 2. Voilà. Voilà. Alors, donc, placez donc la pointe sèche du compas en C1, 2 et ouvrir le rayon jusqu'à N2, 3 et N3, 1. Tracez le cercle concentrique à 1, 2 qui passe par les points là, c'est le deuxième lieu de P. Et à l'intersection des deux lieux, on aura donc le point P. Voilà. Alors, par contre, maintenant, la procédure inverse, si c'est P qui est donné, ça veut donc dire qu'on connaît sigma P et tau P. On le place et on raisonne donc à rebours. Ok? Bon. L'essentiel du cours, comme le niveau est quand même élevé, on peut arrêter. On vous donne le week-end pour essayer d'ingurgiter un peu tout ça. Hein? Bon, et puis peut-être on se donne même une semaine. Hein? Pour digérer un peu, voilà. Parce que après ça, là, on va faire les TD après. Après ça, donc j'aurai peut-être juste, parce que vraiment ça c'est le cœur de la leçon, les deux leçons qu'on vient de faire là, le 1 et 2. Bon, après, il y aura, je vais avoir peut-être 2 ou 3 autres chapitres, mais ce sont des chapitres vraiment mineurs, à part peut-être les lois de comportement. Mais les deux chapitres qu'on a fait là, c'est-à-dire le chapitre 1 sur les déformations et les déplacements, le chapitre 2 sur les forces, les contraintes, les cercles de mort et tout ça, c'est vraiment ça le cœur de la leçon. Donc, si vous avez compris cela, vous avez compris l'essentiel. Donc, je pense que je vais demander à M. Togo, ou bien au responsable des campus. Ça va pour les autres campus sont là? Oui, docteur. Hein? Ils sont là, oui, mais ils sont pas là. Ils sont là. Ils sont là? Ils sont là comme même pas des locaux. Bon, là, hein, ils ne réagissent pas. Est-ce que vous êtes là? Donc, soulevez la main si vous êtes là. Soulevez la main si vous m'écoutez. Soulevez la main si vous m'écoutez. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Vous avez compris tout ce qu'on a fait? Il y a des questions? Appelez M. Diabé qui met quand même le micro. On se donne. Et appelez qu'on mette quand même le micro. On voit un peu. Parce qu'ils sont là comme des statues. Donc, vous avez dit que pour les MMCC, c'est comme une sorte de correction de parcours. Oui, bien sûr, oui, pour vous, c'est une correction. Pour les BTS, les autres l'ont déjà fait. Puisque ça, c'est un cours de deuxième année, oui. Vous avez dit que vous avez aidé à comprendre que c'était une... Même seulement maintenant, vous ne comprenez pas déjà de certaines choses-là. Bien sûr, c'est ce que je suis en train de vous dire. Par exemple, vous ne pouvez pas aborder la mécanique des sols, vraiment, à proprement parler, sans maîtriser ce qu'on appelle les cercles de mort. Ça n'a pas de sens. D'accord? Puisqu'on ne va faire que ça là-bas. Par exemple, il faut tracer, il faut trouver les états de contrainte dans le sol. Donc, on ne va faire que ça. Vous allez voir, on ne va faire que ça. Donc, ça veut dire que si tu ne sais pas tracer un cercle de mort et l'exploiter, tu sais pas comment, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Il est occupé? Comment on fait alors pour les entendre? Le second cours est fini, il reste les TD. Il reste
mettre les TD pour le second cours. Monsieur Calais, vous pouvez allumer le micro, s'il vous plaît. C'est ouvert, docteur, c'est ouvert. C'est ouvert ici. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Il me met la main, il ne met pas le micro. Monsieur Calais, vous m'entendez?